Bonjour à tout le monde, je suis Alexandre Michy, cardiologue à l'hôpital de Montluçon. J'ai l'énorme plaisir aujourd'hui d'avoir comme invité le docteur Florian Zolès, qui est un cardiologue, bien sûr diplômé de la faculté de médecine de Strasbourg, ancien chef de clinique des universités et membre du groupe d'insuffisance cardiaque de la Société française de cardiologie. On va attaquer, on va discuter des essais d'insuffisance cardiaque présentés au congrès AHA 2022. Et donc, cette interview, c'est un interview enregistrée, bien évidemment, qui va être diffusée ultérieurement. Bonsoir Florian, ça va? Salut Tu vas bien? Alexandre, merci de l'invitation. Je te remercie encore pour le temps que tu as pris et je te remercie au nom des membres de CNSH. Alors, on souhaitait avoir ton avis d'expert sur les essais qui ont été présentés à ce beau congrès. Il y avait pas mal d'essais, en effet, et donc on va intégrer cette interview dans la série le Best of AHA 2022. Alors, je te laisse la parole, tu peux partager ton écran Ouais. et donc on attend de toi voilà, les derniers nouveautés des essais sur l'insuffisance cardiaque. Ouais, gros congrès en termes de diffusion de nouveaux essais, de nouvelles données. Donc, il a fallu faire des choix dans ce qu'on présentait. Donc, normalement, vous devriez voir mon écran et voici. Donc, en fonction du temps que je vais prendre, on en présentera trois, peut-être quatre. Donc, en commençant par l'essai Transform-HF qui a été donc présenté. Donc, tous ces essais ont été présentés en late breaking trials et publiés pour la majorité d'entre eux simultanément dans les grosses revues New England, Lancet, etc. Donc, Transform-HF, c'est dans le Lancet. C'est un essai, et une fois n'est pas coutume, de stratégie thérapeutique diurétique dans l'insuffisance cardiaque aiguë. On n'a pas beaucoup, bien que ça commence à arriver depuis quelques semaines, on a quand même un certain nombre d'essais sur le sujet. Donc, le but de l'essai était de comparer le furosémide au torsémide. Alors, le torsémide n'est pas disponible en France. On aurait eu en France plus d'intérêt à comparer furosémide et bumétanide qui lui est disponible. Alors, néanmoins, le torsémide a à peu près les mêmes caractéristiques que le bumétanide, c'est-à-dire qu'il a une meilleure biodisponibilité orale que le furosémide et il a une durée d'action un peu plus longue. Plus d'autres petites bricoles qui devraient normalement, en tout cas aux yeux des experts, le faire mieux fonctionner que le furosémide. Et donc la question était, est-ce que le furosémide fait moins bien, pareil ou mieux que le torsémide dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë? Bon, voilà. Alors, l'essai a mis du temps à démarrer, a mis du temps à recruter et il a été arrêté prématurément. Et quand j'avais regardé il y a quelques semaines pour préparer un topo où il en était, je m'étais inquiété du fait qu'on n'arrive pas à conclure cet essai parce que dans Clinical Trials, il a été mis comme interrompu avec un recrutement largement inférieur à ce qui était anticipé. Mais finalement, les auteurs ont réussi à arriver au bout de leur étude. Alors, le but était de randomiser en un pour un les patients hospitalisés pour une insuffisance cardiaque décompensée, soit avec du torsémide, soit avec du furosémide. Alors, on va d'emblée noter une limitation, c'est que l'essai est en open label. Alors, pour le critère primaire, vous allez voir que ça ne pose pas forcément de problème, mais ça veut dire aussi que les cliniciens étaient au courant du bras dans lequel était randomisé le patient, les patients aussi, et ça peut avoir joué sur un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir, et notamment sur la façon dont on va gérer le patient. À partir du moment où vous savez quel diurétique vous utilisez, vous allez probablement le manager de manière différente, ce d'autant qu'il n'y avait aucune stratégie et guide de prise en charge. Les patients, enfin les praticiens étaient laissés à leur pratique habituelle pour la prise en charge d'un patient. Et donc, le endpoint primaire est un endpoint on ne peut plus dur, enfin, difficile de faire plus robuste, c'est-à-dire mortalité toute cause. Et donc là, le problème du caractère ouvert de l'essai ne posait moins de problèmes, avec évidemment des critères secondaires assez classiques, c'est-à-dire hospitalisation et puis amélioration de la qualité de vie, etc. Alors, sur ce qui est de la qualité de vie, on n'a pas les données encore, elles seront publiées plus tard. L'essai était guidé par les événements, c'est-à-dire que on l'a arrêté quand il y avait 721 décès enregistrés. Et en fait,
l'essai a été interrompu de manière prématurée, non pas par défaut de recrutement, mais en fait parce qu'ils ont eu le nombre d'événements souhaités pour la puissance de leur étude. Donc, au final, ils ont randomisé un peu moins de 3000 patients, donc en gros 1500 patients dans chaque bras, suivis jusqu'à la survenue des événements voulus. Donc, on va voir les caractéristiques des patients, donc qui sont des patients insuffisants cardiaques, je dirais d'essai clinique, c'est-à-dire relativement jeunes, puisque 64 ans de moyenne d'âge pour l'insuffisance cardiaque, c'est relativement jeune, puisque je vous rappelle qu'on tourne plutôt aux alentours de 75 ans dans la population qui occupe les lits hospitaliers ou qui occupe nos cabinets, avec dans l'immense majorité des cas des patients qui avaient une insuffisance cardiaque connue et dans l'immense majorité des cas des patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, puisque vous voyez 65% des patients ont moins de 40% de fraction d'éjection et des patients relativement congestifs, hein, puisqu'il y a 4000 de NT-proBNP. Le caractère ischémique, 30%, je n'y reviendrai pas plus que ça. Rien à signaler de ce côté-là. Un point que je trouve très intéressant, alors c'est un essai qui est pragmatique, c'est-à-dire que les patients étaient inclus, randomisés, et puis les praticiens suivaient leurs patients comme ils le faisaient d'habitude, et puis on comptait le nombre de morts, entre guillemets, à la fin de l'essai. Quand on regarde les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, on voit quand même qu'on est quand même dans de la vraie vie, c'est-à-dire que les patients ne sont pas très bien traités, puisqu'on a à peine 80% de patients sous bêta-bloquants à l'entrée. Alors vous me direz peut-être que c'est parce qu'on a un tiers des patients qui ont une nouvelle insuffisance cardiaque. Des IEC ARA2 sacubitril un peu plus que 90%, une petite moitié de patients sous anti-aldostérone, et puis compte tenu du moment où a été fait l'essai, évidemment pas beaucoup de glyphosine. Alors, les différences entre les groupes sont similaires. Alors, il y a une chose qui peut être regardée, c'est la dose de diurétique qui a été administrée. Alors, en équivalent de furosémide, en sachant que 40 mg de furosémide, ça vaut 20 mg de torsémide et ça vaut 1 mg de bumétanine. Donc, si vous n'avez pas l'habitude du Burinex, hein, son nom commercial, 1 mg de Burinex et 40 mg de furosémide, si tant est que la fonction rénale est préservée, parce que quand la fonction rénale se dégrade, on tend plutôt vers 1 mg égale 20 mg. Voilà. Alors, quels sont les résultats de l'essai? Donc, je vous rappelle, critère primaire, mortalité toute cause. Eh bien, furosémide, la courbe rouge, torsémide, la courbe bleue, et il n'y a pas besoin d'être grand clair en statistique pour voir qu'il n'y a aucune différence. Alors, premier point intéressant au-delà de l'absence de différence, c'est que vous voyez qu'à 30 mois de suivi, la mortalité totale de ces patients est quand même de 30%. Donc, c'est loin d'être négligeable. On est toujours et encore dans cette tendance de, en gros, 50% de mortalité à 5 ans des patients avec une insuffisance cardiaque. On peut peut-être rapprocher ça du traitement de fond qui n'est pas parfait dans cette étude, mais c'est un essai pragmatique qui représente la vraie vie. Il n'y a pas de différence entre les sous-groupes. Et même quand on prend quand on inclut l'hospitalisation dans le critère, il n'y a pas plus de différence entre l'un des médicaments ou l'autre. Sur les hospitalisations totales, pas de différence. Et même si on regarde en faisant un peu de bidouillage statistique pour voir si on ne trouve pas quelque chose qui sort, parce qu'en fait, comme c'est un essai en ouvert, évidemment, il y a des patients qui ont changé de bras entre furosémide et torsémide. Et certains ont arrêté leur diurétique, qui dans l'absolu est l'objectif du traitement diurétique, c'est d'être le plus courte durée possible à la dose la plus faible possible. Et bien même en faisant ça, il n'y a pas de différence sur les critères de jugement primaire, secondaire, que ce soit à la sortie de l'hôpital ou à 30 jours. Bon. Donc, la conclusion de l'étude, c'est que quel que soit le diurétique qui est utilisé chez le patient insuffisant cardiaque, en tout cas furosémide ou torsémide, qui, je rappelle, n'est pas disponible en France, ça ne fait pas de différence sur la mortalité toute cause. Alors, on peut discuter de l'obstacle qu'on a proposé à ce pauvre torsémide, qui est d'avoir voulu diminuer la mortalité toute cause, ce qui est quand même extrêmement difficile à démontrer pour un traitement diurétique, en sachant que, par exemple, même les glyphosines n'ont pas démontré de diminution de la mortalité toute cause dans l'insuffisance cardiaque.
Donc là, est-ce que c'était le bon endpoint? On peut le discuter. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu prendre un endpoint type hospitalisation ou réhospitalisation à 90 jours? Bon, voilà. Après, on peut refaire les études tant qu'on veut. Toujours est-il que sur le critère qu'on a voulu juger, dans la population qu'on a étudiée, il n'y a pas de différence entre les deux molécules. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Pour ceux qui sont intéressés sur les selles, il y a toujours le papier du Lancet qui est disponible. Alors, deuxième étude dont je vais vous parler, l'étude Coach, dont le principe était de tenter de démontrer l'efficacité ou non d'un traitement, d'une prise en charge, pardon, adaptée aux patients, dans l'objectif étant de le faire sortir le plus vite possible avec un suivi rapproché, donc pour les patients à risque jugé modéré. Vous savez ou vous ne savez pas que la majorité des patients qui passent par les urgences pour insuffisance cardiaque finissent par être hospitalisés. Il y en a très peu qui rentrent à domicile. Et que donc, dans un contexte où les places d'hospitalisation sont rares, eh bien, si on pouvait faire rentrer les patients plus vite, sans qu'ils passent par des séjours d'hospitalisation et qu'ils soient malgré tout pris en charge et que ce ne soit pas une perte de chance pour eux, ce serait tout bénéfique pour les patients, l'hôpital, les finances publiques, etc. Donc, le but de l'étude Coach, c'était d'essayer de démontrer qu'une stratégie utilisant un protocole particulier, un algorithme particulier, permettait d'identifier des patients à faible risque qui pourraient être relâchés dans la nature, entre guillemets, plus rapidement, avec, encore une fois, un suivi rapproché. On ne lâche pas comme ça sans rien. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'être hospitalisés, on les envoie chez le médecin, le cardiologue libéral qui a une place, et puis pour assurer la suite de la prise en charge. Donc, c'est un essai randomisé en cluster, c'est-à-dire que les hôpitaux étaient randomisés en séquence de prise en charge, c'est-à-dire séquence normale, puis séquence d'intervention, et les hôpitaux ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient passer à la prise en charge avec l'algorithme ou pas. Et ensuite, on agrège tout ça et on regarde en fonction des patients pris en charge dans le groupe contrôle ou dans le groupe avec intervention pour voir ce que ça donne en termes d'endpoint. Donc, les patients éligibles étaient tout patient qui arrive aux urgences pour une insuffisance cardiaque aiguë. On a évidemment éliminé les patients qui avaient des pépines natriurétiques trop bas pour être pertinents en termes d'insuffisance cardiaque ou les patients dont le suivi à domicile était difficile. Donc, le principe, on utilise le score que vous retrouverez dans la publication. Si le patient est jugé à bas risque, il sort des urgences après une hospitalisation plus courte possible, puis il est pris en charge rapidement en ambulatoire. Alors là, dans une clinique d'hospitalisation d'insuffisance cardiaque, mais enfin, on peut tout imaginer, un suivi rapide en ambulatoire chez un praticien libéral, enfin, tout peut s'imaginer en fonction des habitudes de soins locaux. Et si le patient était à haut risque, bien évidemment, il était hospitalisé en cardiologie pour être pris en charge de manière conventionnelle. Deux endpoints qui étaient un premier endpoint court à 30 jours sur le décès et les hospitalisations pour cause cardiovasculaire et plus tardif à 20 mois, toujours décès toute cause ou hospitalisation cardiovasculaire. Je passe sur les critères secondaires, etc. Pareil pour l'analyse statistique, on n'aura pas forcément le temps de détailler. Donc, 10 000 patients ont été inclus dans les différents centres. Au final, près de 4 000 patients dans chaque groupe, puis une fois qu'on a exclu les patients qui ne pouvaient pas bénéficier d'un suivi proche, etc., il reste quand même 2 500 à 3 000 patients dans chacun des groupes, donc groupe intervention, groupe contrôle, avec des patients qui sont un peu plus représentatifs quand même de la réalité de l'insuffisance cardiaque au quotidien, c'est des patients âgés, à peu près 50-50 hommes-femmes, avec des comorbidités, et qui étaient traités, vous voyez, hein, alors sachant que c'est du tout venant, donc il y a des insuffisances cardiaques à la fraction d'éjection préservée, altérée, etc., que le traitement est quand même moyen en termes de traitement de fond. Et puis avec une élévation de la troponine dans 40% des cas, mais c'est des patients qui font une insuffisance cardiaque aiguë, donc ça pas forcément pertinent. Résultat sur les critères primaires, et si on utilise un algorithme dédié qui permet la prise en charge en ambulatoire rapide de patients à faible risque de complications, comparé à globalement l'hospitalisation de tout le monde, au nez de l'urgentiste et des cardiologues qui s'occupent de la garde, on fait mieux, il y a moins de décès d'hospitalisation. Et ça, quel que soit le critère de jugement, c'est-à-dire 30 jours ou 20 mois. Je passe sur les critères secondaires, mais vous voyez que ce n'est pas parce qu'on relâche les patients plus vite qu'ils sont plus vite hospitalisés. À partir du moment où on cible les patients qu'on peut
relâchés pour une prise en charge rapide, on améliore le pronostic du patient, puisque l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, c'est quand même un événement notable. Donc, dans un contexte contraint au plan organisationnel, financier, etc., la possibilité d'identifier des patients qui pourraient bénéficier d'une prise en charge ambulatoire rapide permet d'améliorer le pronostic de ces patients. Et je pense que si on en faisait une étude coût-efficacité, on trouverait aussi des bénéfices en termes de réduction des coûts et de réduction de l'occupation des lits. Et je rappelle, ou j'apprends à ceux qui nous regardent, que Jean-Michel Tartière à Toulon est en train, fait à l'heure actuelle un essai randomisé où il compare la prise en charge conventionnelle en hospitalisation et la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë où les patients restent 3 jours à l'hôpital, puis sont pris en charge en hospitalisation à domicile chez eux avec une prise en charge comme à l'hôpital, mais ils sont à la maison avec le service d'HD, prise biologie, surveillance, etc. Et on attend les résultats pour les prochains mois. Les inclusions suivent leur cours à bon train. Voilà, vous trouvez le papier dans le New England. Je passe sur une troisième étude, qui est l'étude Strong-HF, présentée par le professeur Mebaza. Alors, c'est une grande question à l'heure actuelle. Quelle est la qualité, qu'est-ce qu'on doit faire en termes de prise en charge du traitement de fond d'insuffisance cardiaque chez les patients hospitalisés? Est-ce qu'on attend qu'ils sortent et on titre progressivement, ou est-ce que si on force un peu la prise en charge des patients en augmentant les traitements rapidement, est-ce que par hasard, ça n'améliorerait pas leur pronostic? Donc, c'est l'idée de Strong-HF, c'est-à-dire que, je passe sur le background de l'insuffisance cardiaque aiguë, le but de l'étude, c'est d'un côté la prise en charge usuelle, d'un autre côté, une prise en charge intensive où les patients sont hospitalisés, on introduit les traitements bêta-bloquants, IEC, IEC ARA2 ou salivitryl, et antagoniste des récepteurs de l'angiotensine. À l'époque où l'étude a démarré et été designée, les glyphosines n'existaient pas. Donc on introduit tout ça avant qu'ils sortent, on s'assure qu'ils le supportent, et puis à partir de la deuxième semaine, on titre les médicaments à marche forcée, entre guillemets, à dose maximale, et on regarde ce qui se passe à 6 semaines chez des patients qui sont censés être à dose maximale versus le suivi conventionnel qui, on le sait globalement dans la vraie vie, la titration des médicaments est en général largement insuffisante par rapport à ce qui devrait être fait. Critères de jugement, réhospitalisation ou décès de toute cause à 6 mois. L'étude a été arrêtée prématurément en raison d'une amélioration franche du critère primaire dans le groupe traitement intensif. Donc, on va en voir les résultats, mais avant ça, les caractéristiques de la population. Donc, encore une fois, c'est des patients relativement jeunes, majoritairement de sexe masculin, hospitalisés avec quand même un NT-proNP assez important, en fibrillation atriale pour la moitié d'entre eux, diabétiques, avec, vous voyez, une grande majorité d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée et un petit tiers de fraction d'éjection supérieure à 40%. Ça ne veut pas dire que c'est l'insuffisance cardiaque de façon préservée, ils sont probablement entre 40 et 50%. Qu'est-ce que ça donne en termes d'atteinte de la dose maximale des médicaments de l'insuffisance cardiaque? Alors, vous voyez que dans le groupe rouge, en rouge, c'est les traitements intensifs, on arrive à plus de 80% des patients à dose pleine d'antagonistes récepteurs corticoïdes, 50% des patients à dose pleine de bêta-bloquants ou d'IECRA2. Et dans le groupe traditionnel, vous voyez que c'est à peu près la catastrophe, puisque à 180 jours, par exemple, il n'y a même pas 10% des patients qui ont 100% de la dose de bêta-bloquants. Pareil pour les IEC, donc clairement un traitement largement sous-optimal. Quand on regarde même ceux qui sont au moins à la moitié de la dose maximale, évidemment, dans le groupe intensif, on est largement à plus de 80% des patients. Et dans le groupe conventionnel, vous voyez qu'un tiers des patients ont à 6 mois une dose au moins égale à la moitié de la dose cible d'IEC, pareil de bêta-bloquants. Les ARA2, ça passe mieux. Visiblement, il y a moins de problèmes à mettre des ARA2 que à mettre des bêta-bloquants des IEC. Alors, quel est le résultat sur le critère primaire? Si on titre les patients à marche forcée avec un objectif de leur donner 100% de la dose maximale tolérée le plus vite possible, donc en gros à 6 semaines, on diminue de manière significative d'environ 8% le risque d'être hospitalisé ou de faire un décès cardiovasculaire dans les 180 jours. Donc voilà, c'est probablement le premier essai qui démontre la pertinence
d'une stratégie intensive de prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Sur la qualité de vie, pareil, la qualité de vie est meilleure quand on titre les traitements au maximum. Ils sont là pour ça. Hein. Alors, en termes de sous-groupe, aucune différence. C'est consistant dans tous les sous-groupes, quelle que soit la fraction d'éjection, quel que soit le NT probabilité de départ, etc., etc. Alors, certes, il y a un peu plus d'effets secondaires, même si on n'a pas le détail ici dans la présentation, mais il y a un peu plus d'effets secondaires dans le groupe traitement intensif. Alors, ça peut être des hypercalémies, ça peut être des insuffisance rénale, mais vous voyez qu'il n'y a pas plus d'effets secondaires inquiétants. Donc, globalement, en termes de sécurité dans la population étudiée, relativement jeune encore une fois, ça passe sans trop de casse. Donc, c'est extrêmement important à mon sens, alors moins pour cardiologues libéraux qui arrivent après, mais aussi surtout pour les cardiologues hospitaliers, c'est-à-dire débuter les traitements dès l'hospitalisation, et puis surtout derrière, après que le cardiologue libéral ou ceux qui suivent les patients en insuffisance cardiaque titrent à marche forcée pour qu'on arrive le plus vite possible à les doses les plus importantes possibles. Et le plus difficile, alors là, je suis assez dubitatif, c'est que depuis toutes ces années où on parle de titration, et ben malheureusement, la transmission des résultats des essais dans la vraie vie est extrêmement difficile. Est-ce qu'on arrivera à transmettre cette titration fondamentale des traitements de l'insuffisance cardiaque dans la vraie vie? Difficile à dire. Je signale aussi, l'étude est parue dans le Lancet, que Strong-HF ne comparait pas l'implémentation ou pas des glyphosines. Donc, est-ce que le fait de mettre des glyphosines d'emblée ou pas fonctionne? C'est encore une autre histoire. On n'a pas la réponse avec cet essai. Mais c'est extrêmement important pour la suite. Je continue. Excusez-moi. Donc, dernier essai duquel je voudrais vous parler, c'est l'essai IMPACT-INET Trial, alors qui est un peu moins sur l'insuffisance cardiaque, mais quand même, on va en parler, et qui parle surtout du rein. Alors, le rein, cardiologue et néphrologue, des fois, sont un peu avec des objectifs antagonistes entre le potassium, la fonction rénale, etc. Mais au final, on soigne des patients qui sont sévères et qui, en tout cas pour les glyphosines, on commence à avoir des données concordantes sur le fait que dans beaucoup de cas, ça fonctionne. Néanmoins, dans l'insuffisance rénale, on n'avait pas trop de données sur le ralentissement de la vitesse de protection de l'insuffisance rénale. Et chez des patients qui ont des fonctions rénales parfois très altérées, on n'avait pas trop d'informations. Donc, l'essai IMPACT-INET avait pour objectif de comparer chez des patients insuffisants rénaux à risque de progression, l'empagliflozine à un placebo sur des critères relativement durs, en tout cas d'essais cardiovasculaires et progression de la maladie rénale, avec tout un tas évidemment de critères secondaires. Donc là encore, des patients, une grosse étude avec plus de 6000 patients, des patients relativement jeunes avec une fonction rénale très dégradée avec 37 minutes par minute de DFG, diabétiques, maladies cardiovasculaires, etc. Donc des patients à haut risque cardiovasculaire. Et donc, si on donne à ces patients de l'empagliflozine, eh ben, on a une diminution nette du critère primaire au bout de 2 ans de suivi moyen. Et ce, même si les patients n'ont pas de maladie cardiovasculaire au moment de l'inclusion. Donc l'effet est tout à fait consistant, vous voyez, quel que soit le sous-groupe. Et cet effet, alors, quand on commence à regarder dans les événements avec un peu plus de détails, on voit que, puisque quand vous regardez l'intervalle de confiance, il chevauche l'unité, on n'a pas d'effet franc, mais en fait, les événements ne sont pas très nombreux. Et puis, quand on commence à regarder des critères secondaires qui sont des sous-groupes de critères primaires, etc., on perd en puissance statistique. Et donc, on peut difficilement dire que ce n'est pas efficace. On peut juste noter que peut-être qu'on manquait de puissance dans l'essai pour répondre spécifiquement à ces questions-là. Mais dans la population étudiée, on a une diminution des événements et c'est le plus important. Donc, l'effet est le même, quelle que soit présence ou non de diabète, l'importance de la dégradation de la fonction rénale, l'antécédent ou non de maladie cardiovasculaire, etc., etc. Alors, les auteurs ont poussé le raffinement jusqu'à faire une méta-analyse des essais
avec les glyphosines pour juger de leur efficacité dans une large population, que ce soit des patients avec diabète, que ce soit des patients avec insuffisance rénale, que ce soit des patients avec maladie rénale. Donc, vous voyez qu'il y a environ 13 essais, alors plus de 90 000 patients. Ça commence à faire un nombre conséquent de patients pour tirer des conclusions. Donc, globalement, sur le critère d'essai cardiovasculaire et hospitalisation, le fait de mettre des patients sous glyphosine permet de diminuer les événements, que ce soit avec des patients diabétiques ou des patients sans diabète. Ça, on commençait à le savoir. Hein. Certes, les glyphosines ont été développés chez les diabétiques, mais très rapidement, on s'est rendu compte que ça marche même s'il n'y a pas de diabète. Ça marche sur les décès cardiovasculaires. Alors, chez les patients non diabétiques, vous allez me dire, on chevauche un petit peu la barre d'équivalence. Bon, ok. Probablement qu'on manque de population dans ce cadre-là, avec le carré est quand même beaucoup plus bas. Alors, bénéfice chez les patients dans l'insuffisance cardiaque, c'est franc en termes de bénéfices de diminution des événements. Dans la maladie rénale, c'est peut-être un petit peu moins franc, c'est des patients qui sont aussi souvent plus graves. Néanmoins, Impact-Kidney confirme l'intérêt de l'empagliflozine, le glyphosine au sens large. Je pense que là, on commence doucement, en tout cas pour la dapagliflozine et l'empagliflozine, à avoir des effets assez concordants sur la réduction des événements chez les patients insuffisants rénaux, et que quand on regarde chez les patients dans les méta-analyses, globalement, qu'il y ait ou pas de diabète, les événements sont largement diminués chez les patients mis sous glyphosine, et que peut-être que chez les patients sans diabète, on a un peu moins d'informations dans la maladie rénale chronique parce qu'il y a un peu moins d'événements et parce qu'il y a un peu moins de population, et donc on manque un tout petit peu de puissance, mais enfin l'effet est globalement concordant sur cette population-là. Donc je pense que les glyphosines sont probablement un peu les IEC des années 2020, c'est-à-dire qu'on a mis des IEC chez les insuffisants cardiaques, les insuffisants rénaux, les diabétiques, etc. C'est un peu pareil pour les SGLT2 inhibiteurs. J'en termine ici avec ces 4 études. Il y en aurait beaucoup d'autres dans lesquelles il faudrait parler, mais alors je vous parlerai pendant toute la nuit et vous finiriez par vous lasser. Voilà, Alexandrou, j'ai fini. Merci beaucoup, Florian. C'était vraiment impressionnant. Alors, peut-être juste une question rapidement, parce qu'on va devoir clôturer. Qu'est-ce que tu en penses de l'étude Strong-HF et notamment l'impact sur la prise en charge de patients dans les consultations d'après, je veux dire, sur son trajectoire après l'hospitalisation? Ouais. Est-ce que tu auras toujours un peu peur, comme moi, d'accélérer les bêta-bloquants et les IEC lors Alors, de la... moi, je fais de l'insuffisance cardiaque au quotidien. Je suis cardiologue libéral, je n'ai pas d'hospitalisation, mais j'ai une surspécialisation en insuffisance cardiaque, donc je fais ça tous les jours. Et donc, je titre les patients insuffisants cardiaques tous les jours et sans aucun problème. Alors, peut-être pas à marche forcée, parce que les faire venir trop souvent, et ce sont des patients âgés qui viennent de loin, donc je titre un peu moins vite que je le voudrais, plutôt par intervalle de 15 jours. Donc, mais on arrive très, très bien. Ça se fait extrêmement bien en pratique libérale, même chez les patients âgés, même chez des patients un peu fragiles. On arrive tout à fait à titrer. Et je pense qu'au-delà de titrer à marche forcée par palier de 0, 1,5, 1, comme dans l'essai Strong-HF, ce que dit Strong-HF, c'est que si on titre les médicaments et qu'au bout, à 6 semaines, on a un traitement optimisé, on diminue les événements. Et c'est ça qui, je pense, le plus important. Quelle que soit la façon dont on arrive à 6 semaines à l'optimisation du traitement, il faut le faire. Et c'est ça que dit Strong-HF. Et la problématique qu'on a, mais depuis des années, c'est qu'on sait qu'il faut le faire. Et quand on regarde les données en vie réelle, c'est pas fait. Alors, la question n'est pas de s'étendre sur pourquoi c'est pas fait. Est-ce que ces patients ne vont pas au rendez-vous? Est-ce que c'est un manque de temps cardiologique? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas les généralistes qui vont le faire, c'est au cardiologue de le faire. C'est vraiment au cardiologue. Après, on peut discuter et je suis un franc partisan du partage de tâches auprès des IPA, des infirmiers spécialisés, des pharmaciens, etc. On peut trouver plein de choses pour le faire. Mais ce que dit Strong-HF, c'est qu'on peut le faire et que
le risque, il n'y a pas tant de risque que ça. Il faut juste le faire, prendre le temps de le faire. Et ce qui est vrai, par contre, c'est que ça prend du temps. C'est des patients qui sont âgés, qui sont parfois compliqués. Il faut récupérer les bilans, il faut réfléchir, etc. Donc, c'est parfois compliqué à faire, mais on peut tout à fait le faire. Et on est plein d'insuffisants cardiologues, entre guillemets, à faire ça tous les jours sans que ça pose de problème. Le seul truc, c'est effectivement la transmission dans la vie réelle des résultats de l'étude. Mais ça se fait, hein, ça se fait. Je te remercie infiniment, Florian. Alors, je dois m'excuser parce que mon Wi-Fi n'est pas très bon, donc je peux pas mettre ma vidéo. Je souhaiterais donc remercier au docteur Florian Zores pour cette revue magnifique sur l'insuffisance cardiaque et donc les derniers essais qui ont été présentés à l'AHA. Vous allez avoir d'autres vidéos sur les autres domaines de la cardiologie bientôt. Et encore une fois, merci beaucoup Florian pour ton temps et j'espère qu'on va se revoir assez rapidement, soit au congrès CNCH, soit Au au... USFC, ouais. Voilà. Bonne soirée, je te remercie. Bonne soirée à toi.